Bonjour et bienheureux téléspectateurs des Mardis des Bernardins. Vous êtes chez vous. Heureux êtes-vous en effet si l'on considère la diversité, la variété du programme qui vous a été concocté pour cette année 2010. Et nous allons commencer ce soir par un sujet peu connu, un sujet sensible puisqu'il mêle à la fois l'histoire, la politique et la religion. Il sera en effet question entre nous, avec nos invités, des minorités chrétiennes de Turquie et de leur avenir. Faibles par le nombre de leurs fidèles, tout au plus 100 000 pour 76 millions de Turcs, ces communautés ont toutefois une place symbolique très forte au sein de la société turque contemporaine. Et j'en prends un exemple récent avec l'intervention du patriarche œcuménique Bartholoméos Ier, qui est un Turc qui réside à Istanbul et qui déclare sur une chaîne américaine il y a peu de temps qu'il se sent parfois crucifié par la façon dont les chrétiens de Turquie sont traités. Et cette déclaration crée une véritable affaire d'État. Alors, qui sont ces chrétiens de Turquie? Quel sort leur est réservé dans un pays qui est à la fois musulman, laïque et qui est aux portes de la communauté européenne? Et enfin, quel est leur avenir? Voilà parmi les questions que nous allons évoquer avec nos 4 invités que je vous présente tout de suite, à commencer par vous. Jean-François Colosimo, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un essayiste, philosophe, un éditeur aussi et surtout, puisque depuis 2007 vous dirigez les éditions du CNRS. Voilà, vous êtes une voix entendue et reconnue de l'orthodoxie en France. Vous nous raconterez peut-être tout à l'heure comment vous êtes converti à l'orthodoxie. Et puis vous enseignez à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. À côté de vous, Sébastien de Courtois. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chercheur à l'École pratique des hautes études. Vous êtes un spécialiste des communautés syriaques, c'est-à-dire que vous êtes bien souvent sur le terrain, au sud-est du pays, à observer et à travailler sur ces communautés. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier que je présente tout de suite, Le nouveau défi des chrétiens d'Orient, d'Istanbul à Bagdad. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. À vos côtés, le père Xavier Jacob. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes assomptionniste. Juste. Plus de 50 ans de vie en Turquie. Oui. Actuellement, vous résidez à Istanbul. Vous avez enseigné la philosophie au lycée international d'Ankara. Et j'ai même vu noter que vous étiez l'auteur d'une thèse sur la vie politique en Turquie. Ça veut dire que vous êtes un fin connaisseur de ce pays. Vous allez me dire que non? C'est plus exactement sur l'enseignement religieux. L'enseignement religieux en Turquie. Oui. Et vous avez notamment officié dans une chapelle, la chapelle de l'ambassade de France. À vos côtés, enfin, monseigneur François Yacan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vicaire patriarcal chaldéen d'Istanbul. De Turquie, oui. Et de Turquie. Et vous êtes particulièrement investi depuis plusieurs années, j'allais dire malheureusement, autour de l'accueil des chrétiens d'Irak qui quittent ce pays où décidément il est bien difficile d'y vivre la foi chrétienne. Alors peut-être avec vous, Sébastien de Courtois, pour commencer, si vous voulez, vous êtes le plus jeune, vous êtes encore étudiant, vous travaillez sur ces matières. Alors vous allez nous dresser le tableau des différentes communautés chrétiennes de Turquie. En résumé, pour que nous sachions de quoi nous parlons. Merci pour cette responsabilité. Alors, pardonnez-moi par avance de mes éventuelles lacunes sur le sujet. C'est assez facile finalement parce que, comme vous l'avez évoqué, le nombre est hélas dramatiquement bas. Nous sommes à moins de 100 000 citoyens, 100 000 individus. Les estimations les plus pessimistes parlent éventuellement de 70 000 personnes, ce qui est extrêmement peu. Alors la grande majorité de cette communauté chrétienne de Turquie, d'abord c'est une communauté multiple. Ce ne sont pas simplement des gens qui vivent entre eux, qui se voient tous les jours. Les gens ont leur vie normale et nous les rassemblons comme chrétiens dans un même ensemble. D'abord, vous avez les Arméniens qui sont la communauté la plus importante. On évoque le chiffre de 60 000 personnes, dont 45 000 à peu près à Istanbul, d'autres qui vivent à Kayseri, encore en Anatolie. Je fais une hiérarchie numérique, non pas qualitative ou d'ancienneté. Ensuite, nous avons les Syriaques. Les Syriaques orthodoxes et une petite minorité syriaque catholique, dont le berceau se situe dans le sud-est du pays, cette région de Tour Abdin
que j'aime beaucoup et sur laquelle je travaille assez régulièrement, et une communauté surtout de 10 000 personnes à peu près à Istanbul. Donc c'est syriaques qui parlent cette langue qui vient de l'araméen des origines. Vous avez une communauté chaldéenne qui est représentée par Monseigneur Yakan ce soir, chaldéens de Turquie. Il existe une minorité, et surtout, hélas, des Chaldéens qui viennent d'Irak, donc qui grossissent ces rangs. Et enfin, en termes numériques, encore une fois, les Grecs, dont dits orthodoxes, qui sont 2000, 3000, 4000. Alors c'est une expression un peu piégée, grec orthodoxe. En fait, ils ne sont pas de nationalité grecque, c'est l'héritage de l'histoire. Non, mais ils sont complètement hellénophones, ça c'est sûr, et ce sont eux les héritiers de la romanité d'Orient. La description que vient de faire Sébastien de Courtois est très exacte. Simplement, il faut peut-être la resituer dans les grands enjeux historiques. La première chose, c'est que la Turquie, c'est pas la Turquie. C'est le lieu d'abord des 7 conciles œcuméniques, n'est-ce pas? Des 7 premiers conciles œcuméniques qui sont communs à tous les chrétiens. C'est aussi le lieu de la Cappadoce, là où a été établi, contre un empire qui était quand même passé à l'hérésie arienne, la grande synthèse christologique, c'est-à-dire notre foi commune, n'est-ce pas? Le credo de Nicée-Constantinople que nous récitons tous, c'est là où il a été élaboré. Donc, il ne faut pas avoir une idée, effectivement, de la Turquie telle qu'elle a été façonnée au XXe siècle à travers l'expérience nationaliste, kémaliste. Et ça, c'est la deuxième certainement chose à laquelle il faut penser, c'est que nous ne sommes pas à l'origine dans un problème d'opposition entre christianisme et islam. Nous sommes à l'origine dans un problème de jacobinisme nationaliste, révolutionnaire, qui a voulu copier l'Occident. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur le territoire turc, le nombre de chrétiens est si petit, parce qu'il y a un siècle, la proportion était infiniment plus grande. Et encore une fois, ça n'a pas été une guerre de religion, ça a été un problème politique. Le troisième point, c'est que Istanbul et Constantinople, c'est-à-dire la deuxième Rome, choisie par Constantin, n'est-ce pas, comme sa capitale, elle est le lieu du patriarcat œcuménique, c'est-à-dire du chef spirituel de 200 millions d'orthodoxes à travers le monde. Pourquoi on l'appelle œcuménique? Œcuménique, c'est un terme qui à l'origine veut dire impérial. Les conciles œcuméniques sont des conciles impériaux réunis par l'empereur et rassemblant l'œcumène, c'est-à-dire l'ensemble de la terre habité, puisque au-delà des frontières de l'Empire, il n'y a plus que des barbares. Alors évidemment, le terme aujourd'hui veut dire autre chose. Il renvoie évidemment à la totalité du monde chrétien, mais le patriarcat est œcuménique dans le sens où l'archevêque de Constantinople était l'archevêque de la deuxième Rome, qui venait après Rome, escalité, comme en fait le lieu du primus inter pares, du premier entre ses pairs, de celui qui préside en fait à la réunion de tous les évêques. Et c'est impensable qu'il aille s'installer dans une ville où la vie serait plus douce pour lui et pour sa communauté? Tout est possible. Le patriarcat d'Antioche, le patriarcat orthodoxe d'Antioche, n'est plus à Antioche, puisqu'aujourd'hui Antioche est en Turquie et n'est plus en Syrie. Le patriarcat d'Antioche est à Damas depuis 3 siècles. Et donc ces délocalisations restent parfaitement symboliques. Mais on voit mal quel héritier de 1600 ans d'histoire, quel héritier de Saint Jean Chrysostome, quel héritier des pères cappadociens, quel héritier du monachisme oriental, quel héritier des grandes synthèses christologiques, des grandes synthèses dogmatiques, Maxime le Confesseur, des grandes synthèses mystiques, Simeon le Nouveau Théologien, Grégoire Palamas, d'un coup déciderait pour des raisons de confort de quitter un lieu où tout parle de cette histoire. Sainte-Sophie, évidemment, Saint-Sauveur in Cora, Saint-Serge et Bacchus, les gens qui vont à Istanbul aujourd'hui font un tourisme chrétien qui est malheureusement de plus en plus fait de pierres solides, matérielles, et de moins en moins de pierres vivantes. Ça c'est le problème. Alors, Monseigneur François Yakan, on a parlé des Chaldéens, vous en êtes, puisque vous en êtes le vicaire patriarcal pour la Turquie entière. Alors, dites-nous un peu plus, qui sont les Chaldéens, quelle est leur histoire et quelle est leur actualité? On vient bien attendre le sujet vraiment bien résumé. Et à l'opposé justement de Constantinople, d'Istanbul, et
et de ce qui s'y passait avec les rois à partir de Rome et de Constantinople. Il y avait une autre Église universelle qui se développait et qui se témoignait et qui parlait la langue de Jésus-Christ, l'aramien, qui se disait à un moment nestorien, mais plus tard on a compris toutes ces traductions, et c'était l'Église de l'Empire perse. Donc dans cet Empire perse, il y avait toute une Église assyro-chaldéenne. Aujourd'hui, les églises sont les syriaques catholiques, les syriaques orthodoxes, les chaldéens, assyro-chaldéennes, et on continue encore vivre sur ces terres-là. Vous êtes présent en Turquie depuis combien d'années? En fait, je vais vous avouer que je suis nommé là-bas pour 4 ans et ça fait 12 ans que je suis là-bas. Vous arrivez d'où, en fait? Je suis arrivé d'abord de l'est de la Turquie à Istanbul, d'Istanbul à Paris, de Paris à Istanbul. Et alors, quel est le sort qui est réservé à vous qui êtes un religieux, un leader religieux? Quel est le sort qui est réservé à votre communauté au jour le jour dans la société turque contemporaine? Qu'est-ce que je peux vous répondre? On est tellement si peu. Je pense que même les amis turcs, mes compatriotes turcs, les chrétiens de Turquie ne savaient pas qu'il y a une communauté assyro-chaldéenne en Turquie. Parce que les communautés syriaques et chaldéens, ils étaient tous à l'est de la Turquie. Mardin, Mediat, Hakkari, Van. Et ce n'est que vers les années 50, 60 que ces communautés sont exilées vers Istanbul, où on a tous les communautés ont leurs représentants religieux à Istanbul. Donc, mais nous tenons, continuer, parce que c'est notre terre avant tout, et notre patrie, et surtout, nous, on essaye de dire, eh bien, écoutez, c'est une terre sainte, seconde terre sainte de christianisme, et le christianisme qui a accueilli aussi l'islam sur cette terre de la Turquie, cette terre d'Anatolie. Jean-François Colosimo. Oui, je voudrais dire que, évidemment, c'est toujours très bien de parler des chrétiens, particulièrement dans ce lieu, mais il faut poser le problème pour ce qu'il est politique. Il y a un problème des minorités en Turquie, et des minorités chrétiennes en particulier. Mais le problème des minorités est entier. On le voit bien avec la question kurde, par exemple, n'est-ce pas? Puisque les Kurdes luttent pour la reconnaissance de leur langue, de leur identité, de leur entité. Et c'est une véritable lutte aussi pour eux. Il y a encore d'autres minorités moins connues. Si on n'arrive pas à replacer toute cette histoire vraiment dans la forme de républicanisme aigu qu'a voulu Mustafa Kemal, de laïcité aiguë qu'il a voulu, d'homogénéisation ethnique, linguistique, de la création vraiment d'un Turc qui jusque-là n'avait pas existé, on ne peut pas comprendre pourquoi ces minorités chrétiennes sont vues comme des minorités exogènes, étrangères. C'est certainement pas en raison de leur foi, mais parce que chacune d'entre elles représente aussi une identité linguistique. Les Grecs, célèbres en grec, parlent grec, les Chaldéens, les Arméniens, et que ces identités-là rappellent qu'avant la Turquie, qui a été fondée de manière républicaine dans les années 1920, il y avait un empire ottoman qui était un grand lieu de mosaïque. Et c'est vraiment un conflit entre l'État-nation, qui homogénise, et la réalité historique, en fait, avant même d'être un conflit religieux ou une sorte de choc des civilisations, c'est ça. On sait quoi d'autre. Vous nous dites que la question n'est pas la question de l'islam turc, mais c'est la question de la laïcité turque. Non, on va en parler tout à l'heure, mais paradoxalement, l'AKP au pouvoir, qui est le parti musulman-démocrate défini comme tel, on peut en discuter des heures, mais en tout cas, bon, c'est comme ça qu'il se définit. Il a été en tout cas élu démocratiquement et contre la volonté des militaires, contre la volonté des républicanistes, pratique à l'égard des autres groupes religieux un peu moins de pression que ne le faisaient les laïcistes occidentalisés. Père Xavier Jacob, à vous un peu la parole, parce que vous êtes parmi nous celui qui a la plus longue expérience de la Turquie, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de mettre certaines réalités en perspective. Plus de 50 ans de vie en Turquie et de vie de ministère chrétien en tant que père assomptionniste. Alors,
Quelles évolutions avez-vous vu poindre et se développer? Des évolutions, je dirais, plutôt contradictoires. Au point de vue numérique, il y a une diminution assez forte des chrétiens qui sont partis, surtout les classes pauvres, je dirais. Je profitais de l'occasion quand l'Allemagne a demandé des ouvriers. Ce sont les pauvres d'Ankara et d'ailleurs qui sont partis le plus souvent. Ce qui a diminué de beaucoup le nombre de chrétiens. Mais par le fait même également, le niveau social s'est amélioré parce que les pauvres sont partis et même ceux qui sont revenus revenaient ensuite avec un certain budget, disons, et une profession. Une autre évolution, c'est la diminution des catholiques latins, surtout les institutions. Les écoles tenues par les frères des écoles chrétiennes, les dames de Sion et d'autres, ont des lycées, il y en a 5 à Istanbul. Il y a 40-50 ans, dans chaque lycée, il y avait quelques 25 ou 30 religieux ou religieuses qui enseignaient du français. Maintenant, ils sont encore au nombre de 2 ou 3 dans chaque école. Ce qui a changé beaucoup le niveau de ces écoles. Dans le passé, on enseignait à peu près tout en français, avec les programmes français, ce qui avait comme résultat que très souvent, les élèves qui en sortaient connaissaient mieux l'histoire de la France que l'histoire de la Turquie. On a donc changé les programmes, que les gens connaissent également leur propre langue, leur propre littérature et leur propre histoire. Vous avez dit récemment qu'on entrait dans une période plutôt d'apaisement. Alors c'est intéressant que vous développiez ce point de vue, apaisement dans la relation avec les pouvoirs publics en Turquie, et que paradoxalement, au moment où cet apaisement arrivait, les communautés, elles disparaissaient. Ce qui est un bilan très, très noir, très négatif que vous faites. On ne peut pas dire que les communautés disparaissent. Elles sont diminuées. Ce n'est pas la même chose. Donc elles se maintiennent. Elles sont plus unies entre elles. Dans le temps, chaque communauté était plus ou moins autonome, ne s'occupait pas beaucoup des autres. Maintenant, on a senti le besoin de se réunir. On a créé à Istanbul l'Union des religieux de Turquie, qui réunit toutes les congrégations présentes dans le pays pour avoir une espèce de collaboration et surtout pour se connaître. Et quand le Pew Forum, là, cet organisme qui manifestement fait un travail tout à fait objectif et sérieux, parle et classe très mal la Turquie comme étant l'un des pays où il y a des restrictions gouvernementales à la liberté religieuse, ça vous fait quel effet, vous qui finissez probablement par vous sentir très turc à force d'y vivre? Je trouve que c'est exagéré. Oui. Certainement. Dans la législation, il y a égalité totale. Dans la pratique, il y a une certaine, on pourrait dire, discrimination. Les chrétiens, on entend dire parfois, ils ne sont pas des nôtres, en ce sens-là. Ce n'est pas une inimitié, mais c'est une séparation. Monseigneur Yacan, sur ce sujet, quelle est votre expérience, votre témoignage? Je pense qu'en tant que représentant d'une communauté, je peux vous témoigner que chaque fois qu'on a frappé à une porte, la porte s'est ouverte pour nous. Mais est-ce qu'on est bien traité? Est-ce qu'on est bien accueilli? Est-ce qu'on a eu ce qu'on demande? Il faut insister tout le temps. Il faut toujours frapper la porte et il faut demander toujours. Je pense qu'il n'y a pas de discrimination. Il y a beaucoup de changements en Turquie. Il y a vraiment beaucoup de changements en Turquie actuellement. Et personnellement, je n'arrive pas vraiment à suivre ces changements. Et c'est toujours dans le bon sens. Pour nous les chrétiens. Moi, je parle pour nous les chrétiens. Et chaque fois, depuis 3 ans, 4 ans, on demande réparation d'une église, on répare l'église. Et on a les autorisations. Mais bien sûr qu'il y a manque des choses. Il y a beaucoup de choses encore à demander et à faire pour toutes les minorités. Moi, en Turquie, je n'aime pas ce mot minorité. Parce que je dis, nous, on n'est pas minorité. On est citoyen ou on n'est pas. Vous voyez? Alors donc, il faut insister. Je pense que puisqu'on est là, on fait notre service militaire, on paye nos impôts, on est des citoyens, et on demande. Mais bien,
on l'aura ou on ne l'aura pas. L'organisation de la laïcité en Turquie est très particulière. Il ne faut pas du tout transposer ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce n'est pas religion égale affaire personnelle, mais au contraire, c'est une affaire éminemment collective et publique. Non, étatique, avec un ministère dédié, parce qu'encore une fois, lorsqu'il y a eu le kémalisme, il y a eu ce qu'on appelle la grande catastrophe d'Asie mineure, c'est-à-dire l'échange des populations grecques et turques, les populations turques qui étaient dans le territoire grec actuel, et les populations grecques qui étaient là depuis 3000 ans, puisque Troie, c'est aussi en Turquie, et c'était évidemment un héritage grec. Donc cet échange de population, il s'est fondé sur une base ethnique. Mais le problème de la base ethnique, c'est qu'on ne savait pas si c'était une ethnie en dehors de l'espace linguistique, donc confessionnel. À savoir qu'il y avait des chrétiens qui étaient turcophones, mais ils sont partis avec les Grecs. Évidemment, ça a été après le génocide des Arméniens, la grande catastrophe d'Asie mineure. Ils sont partis avec les Grecs parce qu'ils étaient considérés comme Grecs, parce qu'ils étaient orthodoxes. Au même moment où des Grecs qui vivaient en Crète ou dans les îles grecques, qui étaient en fait des Grecs convertis à l'islam, partaient vivre en Turquie. Cette réduction de l'ethnie à la confession fait qu'aujourd'hui, la République turque est une république éminemment musulmane. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un parti islamiste a fini par arriver au pouvoir. Mais en même temps, cette citoyenneté turque, rêvée comme une citoyenneté française, façonnée par une république qui a écrasé les identités, elle ne fonctionne plus. On a vu récemment, en prenant le cas des Arméniens, c'est ce qu'on appelle le mouvement des grands-mères. Aujourd'hui, dans le sud-est, là où il y a eu effectivement les massacres, d'un coup, une grand-mère dite turque se met à parler et dit à ses petits-enfants « Mais vous savez, au fait, moi, je suis arménienne, parce que en fait, j'ai été sauvée ou achetée lors du massacre de mes propres parents. » C'était en 2008. 30 000 Turcs ont signé un appel au pardon, demandant pardon aux Arméniens pour la grande catastrophe de 1915 et la négation qui avait été suivie. C'était des intellectuels turcs d'Istanbul, puisqu'évidemment, le terme de génocide est proscrit aujourd'hui en Turquie. Donc il y a un grand réveil de la conscience turque aujourd'hui, et il y a une volonté de retrouver cette mosaïque, de retrouver cette diversité. Alors ça, c'est dans la société civile. Ensuite, l'État, lui, est vraiment très, très, très divisé. Mais encore une fois, le parti actuellement au pouvoir présente parfois un peu plus d'ouverture que le laïcisme strict d'autrefois. Ça, c'est un phénomène très important. Justement, pour compléter ça, récemment, même le Premier ministre a dit, pour faire partie les minorités, mais c'est un fascisme, carrément, lui-même qui l'a dit ça. C'est un fascisme. De désigner le minoritaire. Ah, oui. C'est la forme fasciste que d'accuser les autres d'être minoritaires. Accuser et de les faire partir. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est dans notre monde. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'arrive pas à suivre cette évolution, à la fois, comme vous avez dit, dans la société civile, mais aussi, ça commence à venir aussi dans l'État actuellement. Je voudrais revenir sur une notion assez fondamentale que vous avez évoquée, c'est la notion de laïcité. Il faut que les choses soient absolument claires. Nous ne sommes pas dans un système comme chez nous, plutôt ouvert, plutôt intégrateur, où grosso modo tout le monde a le droit de faire un petit peu ce qu'il veut et de penser ce qu'il veut dans son coin. Nous sommes dans un système coercitif, c'est-à-dire un système qui surveille les religions. Pour revenir à la genèse de la République turque, n'oublions pas que la République s'est construite contre l'islam. Tout l'enseignement, c'est le califat est aboli en 1924 par Kemal Atatürk. Le dernier calife est mort à Paris en août 1944, il faut le savoir. Ensuite, son corps a été transporté à Médine. Abdülmecid Efendi, qui était un peintre et un ami de Pierre Loti. Ce personnage symbolique est abattu et la République se construit contre l'influence de l'islam. Alors, c'est l'influence des institutions et l'influence dans l'enseignement aussi. Et ce qui me semble assez important pour compléter et pour comprendre cette évolution, c'est qu'on est parti d'une base extrêmement violente contre toute forme de religion, la fermeture des tekkes, c'est-à-dire des monastères soufis, l'expulsion de religieux, et finalement, les chrétiens, il faut bien s'en occuper aussi. Qu'est-ce qu'on va leur appliquer comme juridiction ? On leur a appliqué exactement le même droit coercitif qu'on a appliqué aux congrégations musulmanes et islamiques. Et nous sommes toujours juridiquement je parle, sur ce système-là. Alors il faut faire attention quand on dit que ça évolue. Je suis absolument d'accord que la Turquie est un autre pays
depuis 10 ans. Il faut que ce soit bien clair et il faut être très optimiste pour cette perspective d'avenir. Avec l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2002, c'est-à-dire que la pensée totalitaire a commencé à s'effondrer, mais il faut voir aussi un petit peu le revers des choses. C'est-à-dire que concrètement, je vis en grande partie à Istanbul, j'aime beaucoup les Turcs et j'aime beaucoup la Turquie, mais je voyage énormément dans ce pays. Et nous arrivons et nous constatons une montée dans les provinces lointaines, dans cette région de Tourabdine que j'évoquais tout à l'heure notamment, d'un revers de cet islamisme populaire et d'une construction de mosquées qui ne se justifie pas forcément parce que c'est... et on l'a construit à 20 mètres de l'église. Alors l'église, c'est une église syriaque du VIe siècle. Alors justement, parlez-nous un peu de ces communautés syriaques qui sont votre terrain d'étude, parce que c'est vraiment passionnant. Elles étaient là avant tout le monde et entre autres avant les Turcs. Là, nous retrouvons ce que disait Monseigneur Yacan tout à l'heure, c'est que nous avons des communautés araméophones, donc on simplifie souvent en disant que le Christ parlait l'araméen. En tout cas, il en parlait un des dialectes qui supposément était parlé en Palestine à l'époque. Et ces communautés-là, donc les Syriaques orthodoxes et la communauté chaldéenne du nord de l'Irak, utilisent encore des dialectes araméens, effectivement. Et c'est absolument impressionnant de voir cette poche d'histoire, cette poche de mosaïque humaine et humaniste finalement qui a réussi à venir jusqu'à notre époque. Et surtout le Tourabdim est important, cette région, donc c'est une expression syriaque qui veut dire la montagne des serviteurs de Dieu, et tout à fait singulière parce que c'est la dernière vie monastique en Turquie, en Asie mineure. Donc la région des 7 conciles. Alors qui se vit sans questionnement sur l'avenir, parce que... Non, il y a de gros problèmes aussi localement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces communautés ont tellement peu de chances de voir arriver du sang neuf et de nouveaux moines pour les épauler qu'elles vivent dans un présent donné à Dieu sans souci du lendemain, j'imagine. Enfin, je vous pose la question. Là, c'est le doctorant qui s'exprime. J'ai observé des retours depuis quelques années. Alors, ce sont quelques individus, mais il y a un mouvement... Nous sommes dans la région de conflit avec le PKK, donc avec l'insurrection kurde. Donc c'est une région qui a été très très abîmée par les dernières évolutions régionales, mais ça s'est stabilisé, donc les chrétiens peuvent revenir maintenant. Alors ce sont des gens qui viennent en famille en été maintenant, et certains se sont sédentarisés sur place. Mais bon, c'est assez anecdotique finalement. Jean-François Colosimo, qu'est-ce qui crucifie Bartholoméos Ier? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je crois qu'il dit ça parce que le patriarche, d'abord, est effectivement un citoyen turc qui a fait son service militaire en Turquie, qui parle le turc comme un turc, qui a de nombreuses amitiés dans le monde politique turc, dans le monde culturel turc. Lorsqu'il s'est rendu en Grèce, vous voyez, lui qui est en fait grec, d'un point de vue, on pourrait dire... linguistique, spirituel, il s'est rendu sur les lieux même de naissance d'Atatürk, ce qui ne pouvait pas manquer d'émouvoir l'opinion grecque. Voyez. Je crois qu'aujourd'hui, la situation du patriarcat est une situation tout à fait compliquée parce que le patriarcat œcuménique, qui est donc considéré comme grec par les Turcs, a été réduit par le traité de Lausanne à une sorte de prieuré pour les Grecs d'Istanbul. Donc Lausanne, c'est 1923, non? Voilà, à la suite de la tentative de reconquête, d'ailleurs, par les Grecs de l'Asie mineure, n'est-ce pas? On était dans une période de guerre. Donc l'État turc, depuis, nie le statut international du patriarcat. Bien qu'il y ait débat au sein de la classe politique turque, parce que les Turcs ne sont pas du tout des idiots, et il ne faut pas arrêter avec cette idée-là tout de suite, n'est-ce pas? C'est une société forte, c'est une société dynamique, c'est une société divisée, c'est une société où on débat. Et bien des Turcs se rendent compte qu'il serait beaucoup plus intéressant pour eux de laisser rayonner cette institution qui, à travers tout le monde orthodoxe, n'est-ce pas, assume une fonction de leadership, même si c'est un leadership spirituel qui n'est pas compris comme on peut le comprendre à Rome. Hein. Enfin, bon, disons que c'est le pape des orthodoxes, pour aller vite. Étant entendu que les orthodoxes n'ont pas de pape. Donc, là-dessus... En fait, pour assurer le rayonnement du patriarcat, il faut pouvoir renouveler les cadres du patriarcat. Tout ça, c'est simple. Pour ce faire, il faut réouvrir l'école de théologie de Halki, qui est dans la mer de Marmara, sur les îles des Princes. Fermée en 71. À la suite de l'affaire chypriote, puisque à Chypre, on retrouve cette opposition entre Grèce et Turquie, n'est-ce pas? Donc le patriarcat se ressent toujours des événements internationaux.
Et la rouverture de l'école est d'une absolue nécessité. Bon. L'AKP, le parti islamiste, est plutôt pour, mais il fait lui-même face à un autre problème, c'est que finalement, il n'y a pas véritablement d'université islamique au sens, puisque l'université doit être un endroit laïque selon la Constitution. Donc vous comprenez bien que pour un parti qui déjà a beaucoup de difficultés à gérer le pouvoir, qui n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut du point de vue lui-même de l'enseignement coranique auprès des militaires qui incarnent la laïcité, aller rouvrir une école de théologie pour des Grecs qui sont les ennemis séculaires, et encore, il y a 3000 Grecs, c'est une position, même pour un gouvernement bénévolent, c'est une position politique un peu compliquée tout de même. Voilà. Donc là, le patriarche, qui est un homme tout à fait remarquable, on l'a vu souvent bénir des fenêtres de Saint-Pierre avec le pape Jean-Paul II, enfin, etc., qui est un homme qui a un engagement écologique très ancien et très fort, qui est un homme respecté, l'ami du prince Charles, enfin, etc., qui a une stature internationale. Reçu comme un chef d'État. Bien sûr, reçu aux États-Unis, reçu à l'Élysée, enfin, etc., qui a une grande amitié avec le président Chirac, enfin, etc. Donc cet homme est là pour sauver le patriarcat. Je crois qu'il a vraiment, à l'heure qu'il est, ce n'est pas trahir sa pensée que de dire qu'il a épuisé toutes les voies de recours et de négociation parce que, justement, il se sentait tellement turc qu'il n'avait pas envie de porter une affaire intérieure sur la place publique. On voit que depuis quelque temps, il en appelle à l'opinion internationale, mais certainement aussi, il ne faut pas mésinterpréter le mouvement, parce que les temps sont mûrs aussi, parce qu'il est désormais relayé par une société civile turque qui comprend toujours mieux qui il est. Vous voyez, c'est ce mouvement qu'il faut comprendre. Moi, il y a une question que je me pose là, à ce stade de notre débat, c'est justement en ce qui concerne cette laïcité héritée de Mustafa Kemal, est-ce que cette laïcité n'est pas en train de se fissurer au plus haut sommet de l'État du fait de la montée de l'islam ? Mais j'allais dire qu'elle se fissure, que l'édifice kémaliste s'effondre. Alors ça va en faire, qu'est-ce qui vient derrière ? Ça va en faire sursauter plus d'un, mais il est temps de passer à autre chose. Il suffit d'aller à Ankara, le père Jacob connaît bien la ville, et d'aller sur la sépulture d'Atatürk. C'est un monument mussolinien. Il faut visiter le musée, il faut voir ces enfants en uniforme, ces enfants de 5 ans qui défilent en uniforme au garde à vous, devant des scènes de la guerre civile, devant les scènes de la guerre d'indépendance. On ne peut pas comprendre la Turquie moderne, ou en tout cas la Turquie kémaliste, cette vieille Turquie profondément réactionnaire et conservatrice, si on ne va pas, par exemple, à Ankara. Ce qui m'amène à dire qu'il faut bien penser à le remplacer par quelque chose, bien évidemment. Et je crois, comme le disait Jean-François Colosimo tout à l'heure, les Turcs sont suffisamment intelligents pour avoir eux-mêmes des solutions à proposer. Alors nous sommes sur une constitution qui est la constitution de 1881, et il y a de plus en plus de journalistes, d'intellectuels qui appellent à une révision de la constitution. Et même le Premier ministre, islamiste conservateur, il faut faire attention aux mots. Il faudrait qu'on parle un petit peu de l'islam turc aussi. Ça n'a rien à voir avec l'islam persan ni même l'islam arabe. Alors quelle révision de la Constitution ? Quoi concrètement ? Pour avoir alors sur les articles de loi, ne me le demandez pas, je n'en sais rien, mais pour ouvrir la Constitution à adapter un système occidental qui soit véritablement parlementaire, et surtout que l'armée reste à sa place. Voilà, l'armée est en train de se réformer elle-même. Vous avez un journal, un quotidien qui s'appelle Taraf. Ils sortent tous les jours des informations sur l'armée, et les informations viennent de l'intérieur de l'armée. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça change. Père Jacob, 50 ans de vie en Turquie, ça veut dire que, enfin j'en fais l'hypothèse, vous allez me dire si j'ai raison, que l'essentiel de vos relations c'était des Turcs musulmans. Comment se vit cette relation au quotidien lorsqu'on est prêtre en Turquie ? Elle se vit assez simplement. Ils savent qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Ils savent aussi que nous ne sommes pas leur ennemi, pas du tout. Pardon. Ils ont une espèce de sympathie à cause de l'attitude pacifique des chrétiens du lieu. Une autre question aussi à vous, Monseigneur Yakan. Quand on est peu nombreux, quand on est minoritaire, on a tendance, je le pense, à se rassembler. Alors comment est-ce que les églises chrétiennes s'unissent pour faire valoir leurs revendications, leurs points de vue, ou simplement leur droit d'exister en terre turque ? Chaque communauté a un chef spirituel. Et les pouvoirs publics font référence toujours à ce chef spirituel.
comme pour les Grecs orthodoxes, sa sainteté Barthéléméos, et les Arméniens, leur patriarche Moutafian, les Syriaques orthodoxes, les métropolites Youssouf Tchétine, les Syriaques catholiques Monseigneur Youssouf Sa, les Arméniens catholiques Monseigneur Tcholakian, tout à l'heure Sébastien a oublié de dire quelques mots aussi pour les amis protestants qui sont nombreux et qui font un travail formidable. Et les protestants aussi. C'est quoi un travail formidable, justement? Qu'est-ce que qu'ils cachent pas, qu'ils disent nous sommes chrétiens ici. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une démarche prosélyte aussi, est-ce qu'il y a une volonté non, de convertir ou pas? Non, on ne peut pas dire ça, mais ils cachent pas en disant on est chrétien, on publie des. Mais est-ce que la question de la transmission de la foi n'est pas posée? Pardonnez-moi cette question assez ouverte et un peu simplette, mais enfin, est-ce que la démarche de tout chrétien n'est pas de proposer la foi chrétienne à ces... Ce qu'on fait. Ce que vous faites. Ce qu'on fait, on fait le catéchisme en turc, en araméen, en syriaque pardon, ou en arménien en Turquie. Le samedi, dimanche, ce qu'on fait tout le temps. Mais il n'y a pas de restriction à cette démarche de proposition de la foi dans un pays comme la Turquie? Non. Et vous voyez, depuis 2 ans, 3 ans, il y a une chaîne de télévision en Turc qui parle des chrétiens, des minorités, Sat7. Hein, et il y a des radios qui parlent aussi, qui annoncent tout le temps, qui ont pris et qui on chante les cantiques et on propose. Hein, et on reçoit KTO d'ailleurs aussi. On reçoit KTO, d'autres télés, etc. Donc non, pour ça il n'y a pas de restrictions. Si on veut travailler vraiment notre mission, évidemment, moi je voudrais vous dire quelque chose que ce qui nous démunit de notre force, c'est notre désuni. On n'est pas unis tout le temps. Chaque communauté est fermée sur elle-même, etc. Et je pense qu'il faut avoir des visions. Il faut avoir des visions. Et ces visions, on peut les réaliser si on pense que je vais prononcer en araméen, si c'est la Trinité, c'est une Trinité. Si on vit ça, chaque chrétien, chaque baptisé, s'il vit ça, et autour de cette cette Trinité, on pourra unis et donner notre vision et travailler mieux pour maintenir la présence chrétienne en Turquie ou ailleurs. Pour essayer d'exprimer un peu différemment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut que les chrétiens le soient pleinement, profondément, pour qu'ils puissent continuer à avoir un avenir dans ce pays. Unis. Parce que dans un monde qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire dans un monde où les chrétiens sont autres, c'est quelqu'un d'autre, où on ne connaît pas le christianisme, il faudrait que le chrétien montre un visage unique et qu'il témoigne de la même parole. Vous avez dit unique, et pas seulement uni. Uni. D'accord. Uni. Exact. Merci de vous corriger. Oui, moi, je ne voudrais pas qu'on passe notre vie à majorer le modèle de prosélytisme de l'évangélisme américain qui commet aussi des fautes, des désastres, qui heurtent les cultures, il faut le dire. Le modèle de témoignage d'apostolat oriental passe d'abord par le monachisme, c'est-à-dire un rayonnement spirituel qui dépend aussi de la grâce. Je sais que tout ça peut sembler un peu chinois aujourd'hui, mais c'est comme ça en tout cas que ces communautés ont vécu, survécu, plutôt bien vécu, et qu'elles ont apporté une véritable contribution spirituelle, y compris à ce qui n'était pas chrétien, puisque l'islam turc, c'est un islam de synthèse. La place qui joue le soufisme, par exemple, est une place tout à fait importante. C'est un islam qui a été extrêmement ouvert à travers l'histoire, en raison même, finalement, de ce qu'il avait reçu des chrétiens d'Orient, n'est-ce pas? Parce que l'histoire même du soufisme est incompréhensible sans l'histoire de la mystique syriaque, syrienne, chaldéenne, enfin, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas majorer tout ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est face au schéma général de l'exode des chrétiens d'Orient, à savoir que il y a un moment où, dans un territoire donné qui était un territoire historique, la communauté devient trop petite pour pouvoir survivre, c'est-à-dire produire un prêtre qui va assurer la transmission de la langue, de la liturgie, de la catéchèse. À partir de ce moment-là, les gens partent.
ils vont aller dans des quartiers de grandes villes, d'où cet afflux aujourd'hui à Istanbul, mais qui est vrai de tous les Turcs aussi, y compris musulmans, qui affluent vers Istanbul. Là encore, il faut toujours resituer, contextualiser. Et à partir de ce moment-là, quand ils vont se retrouver dans ces quartiers, où ils vont vivre le déracinement, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir la tentation de rejoindre un Occident que, dans leur représentation, ils voient comme chrétiens, à leur risque et péril. Et il va y avoir le troisième stade, c'est que lorsqu'ils vont être installés ici, ben, ils vont devenir en quelque sorte, malheureusement très souvent, des produits de serre, parce que, je veux dire, une liturgie, elle ne se transpose pas non plus comme ça, elle est aussi dans un contexte véritablement historique, charnel, d'incarnation, elle dépend aussi d'une terre, elle dépend aussi de paysages, elle dépend aussi d'un tissu social, etc. Donc je crois qu'il ne faudrait pas capter les chrétiens d'Orient et faire une sorte de nouvelle croisade mentale dont les postes avancés seraient nos amis évangéliques qui, encore une fois, malheureusement, désignent plutôt ces chrétiens d'Orient comme le cheval de Troie de l'Occident. Et ça, c'est vraiment l'interdit majeur. Si on veut les garder là-bas, d'abord, il faut se battre entièrement, encore une fois, pour le sort de tout le monde, des musulmans comme des chrétiens, des minorités, quelles qu'elles soient, chrétiennes ou pas. C'est un combat politique, en fait, pour l'ouverture globale. Et à ce moment-là, les chrétiens joueront le rôle de celle de la terre, parce qu'ils sont effectivement indispensables à ces sociétés-là, parce qu'ils sont le tiers qui permet à ces sociétés-là de respirer. La présence des chrétiens d'Orient, elle n'est pas indispensable pour nous en Orient. Ils ont une autre histoire que la nôtre. Elle est indispensable aux musulmans avec lesquels ils vivent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Père Jacob, il faut que vous réagissiez à ça. Vous êtes senti... Je voudrais ajouter quelque chose concernant l'Église catholique latine. Monseigneur Yacan a parlé des patriarches qui sont les chefs des différentes églises. Pour l'Église catholique latine, il y a depuis le mois de mars 1960 un nonce à Ankara et un ambassadeur turc auprès du Vatican à Rome. Mais le nonce ne représente pas l'Église catholique. Il représente l'État du Vatican. Les Turcs font bien la distinction. À une réunion de ce genre-là, il y avait 2-3 ministres, le maire d'Istanbul et d'autres. Et à la fin, je leur pose la question ouverte, comme ici. Est-ce que le nonce est le représentant de l'État du Vatican ou bien du Saint-Siège? Et la réponse était unanime et immédiate de l'État du Vatican. C'est-à-dire, il ne peut pas s'occuper des chrétiens catholiques latins de Turquie. C'est une chose qu'il faut savoir. Alors, peut-être, on pourrait évoquer à ce stade de notre discussion la question politique de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, parce que l'un des paradoxes, au fond, c'est que ici, en France, on n'est pas globalement, majoritairement en tout cas, très favorable à cette entrée de la Turquie dans la communauté européenne, et en fond, ceux qui poussent ardemment cette entrée en Turquie, ce sont les communautés chrétiennes. Alors pourquoi et qu'espèrent-elles à travers cette revendication ? Si je puis me permettre d'intervenir, c'est pour revenir à ce que Monseigneur Yacan disait tout à l'heure, c'est qu'un autre facteur aussi qui paralyse un petit peu, outre la désunion parfois constatée des églises, c'est la peur. C'est la peur qui est enracinée au ventre. N'oublions pas qu'il y a eu des assassinats tout de même assez symboliques ces dernières années, et ça rentre dans les esprits. Et malheureusement, après un événement ainsi, les gens ont peur. Les gens regardent dans la rue s'ils ne sont pas suivis. Les gens font attention au téléphone. Il y a une paranoïa qui s'installe. Et je crois qu'il faut faire très très attention à ça. Et la perspective justement d'une entrée dans l'Union européenne, pour beaucoup de chrétiens citoyens turcs, c'est la perspective d'être sauvés. Alors c'est là où il faut faire un petit peu attention aussi, parce que quand on écoute et on rencontre nos amis arméniens, grecs ou syriaques en Turquie, il y a une aspiration vraiment sincère d'être protégés. Mais c'est à mon avis un argument qui n'est pas fondamentalement valable, parce qu'à mon sens, la perspective d'une entrée de la Turquie dans l'Union européenne poserait à terme beaucoup de problèmes pour la Turquie elle-même. C'est-à-dire que nous revenons un petit peu dans une perspective historique. Nous sommes dans un rapport d'affrontement qui dure depuis des siècles, l'Empire ottoman, les puissances européennes. Un rapport de soumission aussi. Nous sommes dans une mentalité orientale où quand on accepte, quand on donne quelque chose, c'est qu'on a gagné quelque chose, bien souvent. Donc il ne faut pas oublier, et je pense qu'une grande partie de la population verrait une éventuelle entrée dans une Union européenne comme une soumission à des puissances occidentales et encore une fois à des puissances chrétiennes.
on réagit souvent dans les campagnes, on réagit en termes de chrétiens musulmans. Nous n'y pensons même plus parce que nous ne sommes plus vraiment chrétiens. Nous sommes post-chrétiens. Enfin, je ne sais plus vraiment ce que nous sommes maintenant. Mais il faut voir qu'on a affaire à des mentalités qui sont parfois absolument pas les nôtres, même complètement opposées. Et je crois qu'il faut renverser la perspective, donc pas se poser la question est-ce que c'est notre intérêt ou pas d'intégrer les Turcs dans l'Union européenne. Je crois qu'il y a des raisons et des arguments massifs pour que la Turquie puisse effectivement un jour appartenir à une économie, à être intégrée à un marché commun. Mais ça s'appelle plus marché commun, ça s'appelle Union européenne. C'est un ensemble qui n'est pas une union, en fait, qui est un assemblage d'États. Donc économiquement, stratégiquement, militairement, tous les arguments sont absolument valables. Mais je pense qu'il faut qu'on se mette du côté turc aussi. Et si un jour cette perspective arriverait, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, je pense que nous serions dans une situation comme à la fin du 19e siècle, où il y aurait un éclatement de la Turquie. La Turquie était en guerre civile, il ne faut pas l'oublier. Jean-François Colosimo, vous voulez réagir? Oui, enfin bon, c'est une affaire extrêmement complexe. C'est comme la corrida, donc comme ça divise les familles, on ne va pas trop y insister. Mais en fait, la Turquie est candidate à l'Union européenne, qui ne s'appelait pas encore l'Union européenne, depuis à peu près 40 ans. C'est la première fois qu'elle s'est déclarée, il faut le savoir. Bien avant la Grande-Bretagne, qui ne voulait pas de l'Europe. Donc cette aspiration à l'Europe, on ne peut pas la nier dans la continuité de la politique turque, d'une part. D'autre part, évidemment, si un jour on refuse l'entrée de la Turquie dans l'Europe, si elle satisfait à tous les critères qui sont des critères politiques, qui ne sont pas des critères religieux et qui ne sont pas des critères culturels, dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on lui refusera l'entrée pour des motifs non dits. Dans ces motifs non dits, j'en vois deux. Évidemment, il y a quand même, derrière le refus de la Turquie, il y a quand même l'oubli de Byzance qui est constitutif de l'identité européenne carolingienne de l'Ouest occidental, latino-barbare, tout ce qu'on voudra, enfin, etc. Et le deuxième point, évidemment, ça sera la question de l'islam, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas se cacher, je dirais, le problème. Or, pour l'instant, ce qu'on demande, c'est pas ça, la Turquie. On ne lui demande même pas d'avoir des critères démocratiques comme nous les entendons, puisque même nos critères démocratiques, parfois, ne sont pas satisfaisants. Je vous rappelle que la France vient d'être épinglée pour ses procédures de garde à vue. Ce qu'on demande à la Turquie, pour signifier son désir d'Europe, c'est d'être dans une mentalité réellement européenne. Qu'est-ce que c'est que, finalement, l'européanité? C'est la capacité d'un retour critique sur son passé. Et alors là, il y a un véritable problème. C'est-à-dire que si la Turquie continue, je dirais, sur un train d'enfer, à s'imaginer comme une nation homogène, qu'elle ne reconnaît pas son passé ottoman, qu'elle est incapable de s'emparer de la question arménienne et de ce qui s'est passé en 1915, qu'elle veut radicalement oublier ce qui s'est passé en 1923, c'était pas il y a 3 siècles, n'est-ce pas, hein? Il y a des descendants concernés, du côté turc, du côté grec, du côté arménien. Si ce retour critique sur le passé ne s'opère pas, et ça a été ça l'Europe, n'est-ce pas? C'est la capacité à regarder 1914, 1918, 1939, 1945, Auschwitz, le Goulag, autrement qu'en accusant les autres, en commençant par s'accuser soi. Et ça, c'est aussi une victoire du christianisme au sein ou l'héritage de l'Évangile au sein de la culture européenne. Alors, on ne veut pas christianiser les Turcs, mais s'il veut être européen, alors qu'ils commencent par ce retour critique sur le passé et qu'ils ouvrent le présent à ces perspectives dont dépend réellement une forme de métanoïa, une forme de conversion de soi, où on accepte de voir comment on s'est construit, où est-ce qu'on en est, où sont les dettes, où sont les vérités historiques. Monseigneur Yacan, quelques mots sur cette question européenne pour faire écho à ce qui vient d'être dit. Pour l'ensemble des chrétiens, c'est vrai, on est favorable que la Turquie rentre en Europe. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit au départ, c'est un terre chrétien aussi. Christianisme. Hein, et le fondement, si on pense que le fondement de l'Europe s'est bâti sur le fondement christianisme, spiritualité du christianisme, eh ben, il y a aussi la spiritualité du christianisme en Turquie. Mais ça, je ne rentre pas dans cette donnée-là. Je reviens sur ce que Jean-François dit, c'est vrai, et ces critiques ont bel et bien commencé. Absolument. Hein, et ça, à vrai dire, on n'attendait pas ça.
Maintenant, on critique tout. On parle de tout. Hein, et on prononce dans toutes les langues. Hein, maintenant, on a donné l'autorisation de parler dans les radios arméniens, les télévisions, les Kurdes. Ils ont leurs chaînes, etc. Donc les interdits Les interdits tombent l'un après l'autre, y compris au sein de l'armée aussi. L'armée commence à discuter comment se réformer, comment parler, comment retravailler ensemble avec les sociétés civiles, etc. Et ça, c'est quelque chose on n'attendait pas. Imaginez, depuis 47 ans, il n'y avait pas de relations des relations avec la Syrie, avec les autres pays. Et maintenant, il n'y a plus de visa entre la Turquie et la Syrie. Et ça aussi, sont des ouvertures que personne ne s'imaginait pas vraiment si rapides. Hein, et tout ça, je pense que la population turque ou les Turcs ne font pas pour rentrer en Europe. Monseigneur Yakan, merci. Notre débat va toucher à sa fin. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette passionnante discussion qui va nous donner envie d'en savoir plus, de lire sûrement le livre de Sébastien de Courtois, le nouveau défi des chrétiens d'Orient d'Istanbul à Bagdad, et puis peut-être aussi de nous ouvrir davantage sur ce beau pays qu'est la Turquie, en allant voir très vite, avant le 25 janvier, pour ceux qui sont parisiens, l'exposition de Byzance à Istanbul au Grand Palais, ou encore de participer à la saison de la Turquie en France qui se déroule depuis juillet et jusqu'en mars prochain. Vous trouverez tout sur Internet. Enfin, je vous annonce que la semaine prochaine, éclectisme oblige, il sera question du juste salaire. Existe-t-il? D'ici là, passez une bonne soirée. Au revoir.